Le brave paysan intégra les rangs de la milice populaire comme un poisson dans l'eau, appliquant religieusement la nouvelle doctrine de Macias, haïssant et agressant ceux qui continuaient à s'exprimer dans la langue de Cervantes, car, disait-il, le castillan lui rappelait la voix d'Aguirre, les fois où celui-ci lui donnait de petites tapes sur l'épaule en lui annonçant qu'il n'y avait pas de cadeau pour lui parce que son café n'était pas aussi beau que les fois précédentes. Au bout de quelque temps, à force de multiplier ses services avec abnégation et héroïsme, accusant par-ci et arrêtant par-là, le paysan modeste et pacifique devint lieutenant de la milice populaire. Il oublia son prénom chrétien, Bienvenu, et se fit appeler lieutenant Billois, herbe, enfant, en souvenir de son passé agricole difficile. Le lieutenant Billois se tenait face à moi, silencieux, tranquille et prêt. Le policier, remis de la bousculade, demanda au jeune homme, apeuré, si j'étais Juan Dong. Il acquiesça de la tête. Je réussis également à demander au fils de Mama, Mibala, les raisons de leur visite, juste pour dire quelque chose. Évidemment, il n'en savait rien, et il ne put rien me dire. C'était la première fois qu'il restait muet. Sa mère était une Yassa du Nord, dont les grands-parents, originaires de Kribi, au Cameroun, avaient traversé le fleuve Campo pour s'installer à Ilende, un petit village situé dans la zone guinéenne, près de l'embouchure du grand fleuve. Homme du littoral, héritier d'une longue et hospitalière tradition côtière, les parents de Mama Mibala avaient vu l'homme allemand, avaient connu le français et découvert l'anglais, mais ils préférèrent l'espagnol. Ils eurent domicile dans le district de Rio Campo et collaborèrent beaucoup avec le chef de l'administration coloniale espagnole, José Verdugo, un officier traditionnaliste de l'armée espagnole que le gouvernement républicain de Manuel Azaña avait exilé dans les colonies africaines afin d'en neutraliser l'activisme politique dans la péninsule. À Rio Campo, José Verdugo avait complètement transformé son exil en renaissance politique. Chantant Cara al Sol, sous l'astre tropical, fouet à la main et bottes aux pieds, Verdugo fut le premier administrateur colonial espagnol à appliquer dans l'exercice de ses fonctions les orientations énergiques de l'État central, lesquelles allaient devenir un des piliers de la politique nationale franquiste. Ainsi, de nombreux Yassas préférèrent sortir de sa juridiction en descendant jusqu'à Punta Mondo, Bonda ou jusqu'à Bata. Petite, Mama Mibala était partie avec sa famille de Punta Cuche à Bata, où elle était allée étudier chez les sœurs. À 20 ans, elle s'était mariée à Moana. Moana était un Dowé du sud, de l'ethnie Bapuku, proche des Bengas. Ses grands-parents avaient vécu avec les Bakongo. Dans le delta du Congo, en bons navigateurs, ils avaient descendu le cours du fleuve à la recherche de la plage. Arrivés à la mer immense, ils avaient remonté tout le littoral gabonais, traversant successivement les estuaires de l'Ogoué et du Muni. Le chef mythique Ouganda, propriétaire et maître de l'île de Corisco, les avait installés sur les plages de Janje, près d'Etemboué. Le père de Moana, intrépide chasseur de baleines, avait disparu en haute mer lors d'une nuit de tempête. Désormais orphelin, Moana avait été élevé par son oncle, instituteur à Ébé-Biyine, et grand ami des missionnaires clarétiens. Moana avait passé toute son enfance parmi les Fans et parlait donc couramment la langue de l'Egong, l'épopée Fan, pouvait ainsi passer pour un Nokak des Bini. Lorsque Mama Mibala s'était mariée avec Moana,
Ils étaient restés vivre à Bata. Ils avaient eu 2 filles et un fils. Pour Moana, peu importait que les temps aient changé après l'indépendance. Il continua à donner à ses enfants la même éducation castillane et chrétienne qu'il avait lui-même reçue des Espagnols, sans toutefois oublier ses traditions côtières ni sa richesse linguistique. Une des choses qu'il répétait fréquemment à son fils était de parler quand on lui demandait quelque chose. Cette fois-ci, le jeune homme s'était tu, et je pressentis le pire. Derrière le lieutenant apparut le juge de Bata. Il criait qu'il aurait déjà dû m'emmener puisqu'il m'avait trouvé et de se plaindre du manque d'essence dans sa voiture. Le brave juge avait raison. Les crises pétrolières successives des années 70 avaient épuisé les stocks de la Compagnie nationale de Guinée, de sorte que l'approvisionnement en carburant dépendait directement du président de la République qui octroyait des coupons aux différentes administrations. Macias, qui savait très bien tirer profit de toutes les situations, avait fait en sorte que le rationnement de l'approvisionnement énergétique vienne renforcer le contrôle de son excellence, exercé avec beaucoup de talent sur les principaux collaborateurs du régime. Le leader d'acier contrôlait d'une main de fer les moindres déplacements de ses serviteurs les plus dévoués à travers le nombre de coupons d'essence obtenus chaque mois. Le juge était quelqu'un de très connu à Bata. Il appréciait et exigeait pour son auguste personne qu'on le traite en avocat, alors qu'il n'avait jamais fait d'études juridiques de toute sa vie et qu'il n'avait pas réussi à être avocat. Les lois ne l'intéressaient pas non plus. Son visage s'illuminait lorsqu'un Guinéen, tombé en disgrâce, implacablement condamné par le régime et envoyé à la torture pour avoir parlé politique, s'adressait à sa très illustre personne en commençant par les qualificatifs respectueux et révolutionnaires de « camarade monsieur l'avocat ». Je ne suis pas juge, se plaisait-il à répondre, superbe et fier, car le juge punit. Je suis avocat, l'avocat défend. Moi je défends les nationalistes de Guinée équatoriale, et avant quiconque, le premier milicien de notre nation, son Excellence Macias Nguema Ndengue Dong. Ils me laissèrent malgré tout refermer la porte de chez moi, et j'en profitai pour cacher le cahier de comptes des prêtres de la mission catholique de Bata. Ils laissèrent partir le fils de Mama Bilama, Mibala, et je montais, quant à moi, dans la voiture qui attendait. C'était une Lada, un modèle italien de fabrication soviétique, avec un pot d'échappement raccourci. Dans son ronronnement, le moteur vaillant et révolutionnaire semblait pousser des cris dans les rues tristes et désertes de la ville côtière agonisante. On me fit asseoir sur le siège arrière, flanqué de 2 militaires. Le camarade, monsieur l'avocat, conduisait à côté de lui se tenait un homme armé jusqu'aux dents. Impossible de deviner à quel corps de l'armée il appartenait, car il portait l'uniforme le plus hétérogène que j'avais jamais vu. Son allure m'était cependant familière. Il avait sur la tête un béret de la phalange espagnole. Sa chemise était celle d'un milicien, mais avec des insignes de l'armée de l'air espagnole. Un petit badge, accroché à sa poitrine, indiquait clairement « Mestrans de Séville », unité spéciale, repérage. Un large pantalon de la Légion étrangère et des espadrilles noires, dignes de figurer dans un épisode de Galdos, complétaient la tenue de ce spectaculaire militaire. Il offrait un contraste pittoresque, l'image authentique du personnage typique vêtu par l'histoire de la Nouvelle-Guinée. Entre ses jambes reposait une solide carabine de marque soviétique, une AKM. Sans l'ombre d'un doute, l'homme appartenait à la garde personnelle de Macias, une petite armée qui s'était formée spontanément lors de la vague révolutionnaire qui avait eu lieu pendant les événements de mars 69.
peu après la supposée tentative de coup d'État d'Atanasio Ndongo Mioné. Cet épisode s'était déroulé comme un conte guinéen. La Guinée est un petit pays qui héberge une grande famille dont les membres se connaissent tous entre eux. Comme les gens se connaissent, ils savent aussi les intentions des uns des autres. Il suffit de murmurer ou d'envisager une action à l'échelle nationale pour que ce soit dès le lendemain matin le sujet de discussion préféré sur les marchés et dans les bureaux. C'est pour cela que les événements de 69 étonnèrent beaucoup plus Atanasio, lui-même, auteur présumé d'un coup d'État, que n'importe quel autre Guinéen. Chose étrange, celui qui ne fut pas surpris du tout fut Macias. Celui-là même qui était visé par le coup d'État. Bien au contraire, le leader d'acier en profita pour obtenir en une seule journée tout ce qu'il avait souhaité pendant des mois.